Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Aujourd'hui, dans votre épisode numéro 23 de Fan de photo, j'aimerais vous proposer une émission à saveur questions et réponses. Bonjour, chers fans de photo. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, 14 mai 2016. Vous savez que la semaine passée, j'ai eu des problèmes à mettre le contenu de cette émission-là en ligne puisque j'avais dépassé mon taux d'hébergement, mon ratio d'hébergement sur Blubrry qui est mon hébergeur pour pouvoir héberger mes bandes son. Et cette semaine, bien, je vais vous proposer l'émission que j'ai enregistrée pour vous la semaine passée et j'espère que vous apprécierez autant que moi j'ai eu à l'organiser, à l'enregistrer pour vous. Alors, sans plus tarder, cette semaine, j'aimerais vous proposer de répondre à vos questions. J'ai 3 questions que j'ai reçues au cours des dernières semaines, la semaine dernière, entre autres, pour une question, et au cours des derniers mois. Et j'avais accumulé comme ça quelques questions, puis j'en ai retrouvé 3 questions que j'ai répondu finalement à ces personnes-là. Puis je me suis dit que peut-être que vous pourriez en profiter, chers fans de photos, que vous pourriez en profiter à travers l'émission. Donc, j'y vais comme suit. J'ai une première question qui nous vient de Joanne Hébert, une dame de Longueuil, qui me dit ceci. « Bonjour Stéphane, je suis une grande fan de photos et j'écoute vos épisodes religieusement. Eh bien, je suis bien content de le savoir, chère Joanne. Dans l'épisode 22 que j'ai adoré, vous êtes venu m'interpeller lorsque vous avez mentionné que nous pouvions utiliser le mode priorité ouverture, même si mon intention photographique demande d'exploiter la vitesse d'obturation. J'apprécierais beaucoup que vous reveniez sur ce principe lors d'une prochaine émission pour que je puisse l'exploiter lors de mes prises de vue. J'aime apprendre à travers vos exercices photoréalité. Merci pour ce beau cadeau que vous nous faites et longue vie à Fan de photos. » Tout d'abord, Joanne, j'aimerais te remercier de prendre le temps de m'écouter comme ça toutes les semaines, de m'écouter religieusement, comme tu me l'as dit, mais aussi merci de m'envoyer tes questions. Ça me donne la chance de pouvoir voir qu'il y a des gens qui m'écoutent, puis d'avoir un pouls, finalement, un pouls avec mon auditoire, puis je t'en remercie beaucoup. J'ai le goût de répondre à ta question en te faisant une petite mise en scène. Imagine-toi, cet été, où peut-être que tu as une piscine derrière chez toi, vous avez un arrière-cour qui est quand même relativement grand et que tu aimerais prendre une photo, ou est-ce que tu aimerais avoir l'ensemble des sujets en arrière de ta cour là, complètement net dans ta photo, donc aucun espace de flou. À ce moment-là, ce que ça dit dans ta tête, c'est que je dois mettre en mode priorité ouverture pour choisir une ouverture toute petite, soit un grand chiffre d'ouverture, pour pouvoir permettre d'avoir un effet de grande profondeur de champ sur ta photo. Ça va jusque-là. Donc, peut-être que tu vas avoir sélectionné un F16 qui va te permettre d'avoir une très grande profondeur de champ lors de ta prise de vue. Mais sur le moment de prendre ta photo ou tes photos, tu t'aperçois que là, ça fait quelques fois que mon oncle s'en va sur le tremplin puis qu'il se lance dans l'eau comme ça. Et là, tu regardes la vitesse d'obturation de tes images. Bien que tu sois à F16, l'appareil photo, lui, ce qu'il vient de faire, ton objectif, c'est qu'il vient de réduire considérablement la quantité de lumière qui entre dans ton objectif vers ton capteur. Ça a un effet, ça a un effet sur ta vitesse d'obturation. Ta vitesse d'obturation va être beaucoup plus lente pour permettre à ton appareil photo d'avoir la quantité de lumière possible pour faire une bonne exposition. Une bonne exposition, je te rappelle, c'est que ton image n'est pas sous-exposée puis elle n'est pas surexposée également. Tu vois, mon oncle, que ça fait plusieurs tentatives qui essaie de faire des grosses bombes comme ça en sautant dans ta piscine à partir du tremplin. Et là, dans ta tête, tu décides de faire une photo avec mon oncle qui va être suspendu dans le ciel là, entre l'eau et le tremplin. Mais alors que tu es à F16, peut-être que tu as une vitesse d'obturation qui est de l'ordre de 1,60 ou peut-être de 1,125. Peut-être que ce n'est pas suffisant
pour capter mon ongle, pour pouvoir l'avoir vraiment immobile avec une belle netteté dans le ciel. Et tu n'as peut-être pas le temps disponible devant toi pour changer ton mode, pour passer de mode priorité ouverture à mode priorité vitesse, parce que là, ça devient un atout important, la vitesse d'obturation. À ce moment-là, tu demeures dans le mode priorité ouverture, mais au lieu de regarder ton ouverture lorsque tu vas jouer avec ta petite roulette de sélection d'ouverture, au lieu de regarder ton ouverture, observe ta vitesse d'obturation. Alors, tu vas passer peut-être de 1,60 ou 1,125 à 1,500e pour pouvoir immobiliser mon ongle dans les airs et puis la possible grosse flaque d'eau qui va revoler pour pouvoir immobiliser ces gouttes d'eau-là dans ta photo. À ce moment-là, juste en jouant avec ton sélecteur d'ouverture, regarde ta vitesse d'obturation. Bien sûr, ton sélecteur d'ouverture, lui, il va jouer avec ta vitesse de ton ouverture, mais à chaque fois que tu vas jouer, par exemple, avec ton ouverture, tu vas voir que ça va avoir un effet automatique et systématique sur ta vitesse d'obturation. Dans ce cas-là, peut-être que tu vas passer d'un F16 à un F4, mais ta vitesse d'obturation va avoir passé de 1,60 à 1,250 peut-être de vitesse. Peut-être que tu vas passer de F16 à F2.8. À ce moment-là, peut-être que ta vitesse d'obturation va être passée de 1,60 à 1,500e de seconde. Donc, tu tournes ta molette de changement d'ouverture comme ça, qui doit être située sur ton boîtier au-dessus. Tu la tournes jusqu'à temps que tu vois la valeur de vitesse d'obturation qui te convient pour la photo que tu vas faire. Là, à ce moment-là, ta priorité n'est plus l'ouverture, mais est vraiment la vitesse d'obturation. Et je veux juste te faire comprendre que même si tu es en mode priorité ouverture, en sélectionnant avec ta roulette l'ouverture que tu vas avoir, tu n'as qu'à regarder la vitesse d'obturation qui vient avec cette ouverture-là. Et très rapidement, tu vas trouver l'ouverture qui convient avec la vitesse d'obturation que tu aimerais obtenir pour prendre cette photo. C'est tout simple. Le mode programme, le mode P sur ton sélecteur de mode de ton appareil photo, j'espère, a possiblement cette option-là, ce mode P-là, c'est le mode programme. Le mode programme, c'est essentiellement exactement ça. Tu vas sélectionner une ouverture, tu vas sélectionner une vitesse, puis lui, il va te proposer de compléter le triangle d'exposition. Souviens que le triangle d'exposition, c'est l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité de ton capteur. Ces trois données-là vont faire que ton exposition va être la meilleure en fonction de la quantité de lumière que tu as de disponible au moment de prendre ta photo. Il ne faut jamais oublier qu'en photographie, le boss, le grand boss, c'est la quantité de lumière qui est disponible lors de ta prise de vue. J'espère que ces petites informations supplémentaires-là auront su te lancer dans la bonne voie et que maintenant, tu ne manqueras pas une photo où est-ce que la vitesse d'obturation devient essentielle. Tu ne la manqueras pas alors que tu es en mode priorité ouverture parce que tu vas avoir réagi. Au lieu de regarder l'ouverture lors de ta prise de vue, bien, ton œil va se diriger directement vers la vitesse d'obturation, de sorte de pouvoir obtenir la photo que tu as en tête. Alors, je te souhaite bonne chance avec mon ongle dans les airs. Et puis, si tu as le goût, envoie-nous tes photos. Notre deuxième question cette semaine me vient de M. Hugues Chiasson. M. Chiasson qui, lui, demeure à Ottawa. Alors, il me dit ceci. « Bonjour, M. Lafrance. Je suis de la banlieue d'Ottawa et j'ai la même passion que vous. Je ne suis pas encore très expérimenté, mais vous écouter m'amène à sortir mon appareil photo plus souvent pour pratiquer toutes les petites théories que vous me partagez. De mon côté, j'ai découvert votre émission via iTunes. J'en profite pour vous lever mon chapeau car vous êtes très fidèle à ajouter sans cesse de nouveaux épisodes à votre belle émission. Si vous avez la chance de nous partager la théorie entourant la profondeur de champ versus l'ouverture, mon nombre de millimètres sur la bague de mon zoom et mon cadrage, cela pourrait m'éclairer davantage sur mes ajustements pour obtenir un beau flou dans mes images. Merci de vous retrouver dans mes oreilles à toutes les semaines. » Merci, M. Chiasson, comme ça, de me faire parvenir votre question. C'est une question que j'aime beaucoup répondre parce que ça touche la profondeur de champ et j'ai un petit dada pour l'effet de bokeh et le flou présenté dans ces images-là.
J'aimerais vous amener à, je pense que j'en ai parlé lorsque j'ai fait le petit atelier sur le portrait au club de photos de Quaticook dernièrement. Je pense que c'était dans l'épisode 21, quelque chose, 20 ou 21, je ne m'en souviens pas trop. L'explication va comme suit. Il y a 3 principes pour obtenir une faible profondeur de champ. Donc, il faut toujours se rappeler que si je veux obtenir une faible profondeur de champ, bien, je dois appliquer au moins un de ces principes-là. Si je peux en appliquer 2, je vais avoir plus de chances, donc je vais avoir un flou encore plus marqué. Si je peux en appliquer 3, bien là, j'ai comme la totale. Je vais pouvoir obtenir une très petite profondeur de champ. Pour les néophytes, là, au niveau de la profondeur de champ, c'est la zone de netteté. Plus on a une zone de netteté qui est petite, on peut dire qu'on a une faible profondeur de champ. Et plus la zone de netteté elle est vraiment grande, par exemple, si j'ai aucun sujet dans ma photo qui est flou, à ce moment-là, je peux dire que j'ai une grande profondeur de champ. Alors, Hugues, je te propose ceci. Si tu veux créer l'effet bokeh, d'avoir une toute petite profondeur de champ, d'avoir un superbe beau flou, je te propose premièrement de voir à ajuster une ouverture qui va te permettre de créer cet effet-là sur ta photo. L'ouverture que je te propose, c'est la plus grande ouverture qui est proposée par ton objectif. Parfois, nos objectifs ont des ouvertures maximales de 2,8, parfois c'est 4,5, parfois c'est 1,4. C'est d'utiliser le plus petit chiffre d'ouverture qui t'est mis à ta disposition avec ton objectif. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième chose qui pourrait favoriser grandement d'obtenir une petite profondeur de champ, ça va être la longueur de focale. Toi, tu me l'as exprimé en me disant mon nombre de millimètres sur la bague de mon zoom. Alors, tu étais vraiment centré sur ce deuxième facteur-là, qui est la longueur de focale. La longueur de focale, c'est exprimé par des millimètres. Hein, c'est le petit emblème MM sur ton objectif. Et plus ton objectif est d'une grande longueur de focale, plus tu vas maximiser cet effet-là d'obtenir un flou autour de ton sujet. Hein. Par exemple, si tu as fait une mise au point à 5 mètres, bien, tu vas avoir un flou autour de ton sujet en fonction de ton ouverture, oui, mais en fonction également de la longueur de ton objectif. D'emblée, je te dirais que si tu as un objectif supérieur à 50 mm, je pense à 80 mm, 100 mm, 140, 135, 140, 200 mm, plus ton nombre de millimètres, c'est-à-dire ta distance que tu peux voir devant toi, là, elle est accentuée, plus tu vas pouvoir accentuer cet effet-là de bokeh, de flou, de profondeur de champ. Si, par exemple, tu as une lentille de grande focale, je pense par exemple à une 24, à une 16 mm, à une 10 mm, à ce moment-là, tu vois très, très large avec ton objectif. Ce type d'objectif-là ne te permet pas d'emblée d'obtenir une profondeur de champ qui va être réduite. Hein. Il va te favoriser des grandes profondeurs de champ. D'où son utilisation, par exemple, pour faire des portraits de paysage ou de faire des portraits, par exemple, d'architecture à l'intérieur d'une pièce ou à l'intérieur d'une maison ou d'un grand espace comme ça. La troisième consigne, c'est une consigne qu'on n'y pense pas toujours, mais elle est vraiment importante. C'est la distance qu'il y a entre toi, le photographe, et ton sujet. Plus cette distance-là va être rapprochée, plus tu vas pouvoir obtenir la chance d'avoir une petite profondeur de champ. Mettons tout ça en pratique maintenant. Alors, tu me dis, Stéphane, j'aimerais prendre une photo, par exemple, de ma copine. Je ne sais pas comment s'appelle votre copine, mais on va la prendre en photo virtuellement. Alors, je vous conseille de mettre sur votre appareil photo l'objectif qui va avoir le plus grand télé possible. Par exemple, c'est peut-être une 200 mm, une 300 mm, ou peut-être une 80 mm, ou encore une 50 mm, qu'on peut dire que c'est une focale qui est un peu moyenne, qui est dans la moyenne des focales. Mais essayez d'avoir le plus long objectif que vous pouvez obtenir pour pouvoir le mettre sur votre boîtier. Donc, vous venez de franchir la première étape. Ensuite, vous allez demander à votre sujet d'être peut-être à 1 mètre ou peut-être 2 mètres de vous. Il faut vraiment que ce sujet-là soit très, très près de vous. Et le troisième principe, qui en est un primordial,
c'est de faire le choix pour une bonne ouverture. Peut-être que votre 200 mm que vous venez de fixer au bout de votre boîtier vous permet d'avoir une ouverture de 2,8. Peut-être que c'est une ouverture de 4 ou de 4,5. Ou peut-être que vous avez un zoom. Hein? Parfois, les zooms vont passer de 24 mm à 70 mm. Et plus vous allez loin en focale, par exemple, pour chercher le 70 mm, plus votre ouverture va perdre un peu de lumière. Hein? Vous allez passer peut-être d'une 2.8 à une f4 ou peut-être d'une f4 à une 5.6. Peu importe. Mais vous allez quand même sélectionner l'ouverture qui va être la plus grande, donc le plus petit chiffre qui vous est octroyé avec votre objectif. Comme ça, vous allez avoir les 3 choses principales pour créer votre effet de flou, soit la longueur de votre objectif, donc vous avez pris l'objectif le plus téléobjectif que vous avez. Ensuite, vous avez rapproché votre sujet de vous et vous avez choisi une ouverture qui est la maximale, la plus grande ouverture, laissant entrer le maximum de lumière. Et ces 3 facteurs-là vont faire en sorte de créer un effet de flou très, très maximisé sur chacune de vos images. Passons maintenant à la 3e et dernière question pour cet épisode. J'ai été très heureux de recevoir cette question-là. Une question qui m'a été envoyée par Bérangère Thomas. Bérangère, elle est de Paris. Et elle me met un peu la mise en scène là, reliée à cette question-là. Et j'ai été vraiment heureux de te lire, Bérangère. Et j'espère que tu écoutes cette émission-là parce que je parle de toi et des gens qui m'écoutent avec toi aujourd'hui en prenant ton café. Et là, je vous explique la question qu'elle m'a posée. Bonjour Stéphane. Tu savais que ton nom de famille sonnait vraiment français? Vous savez que je m'appelle Stéphane Lafrance. Moi et ma sœur Valérie avons mis sur pied un petit café créatif et offrons aux passionnés d'art la chance d'écouter des podcasts créatifs tout en savourant un bon café. C'est comme cela que nous avons découvert ton émission sur iTunes. À toutes les 2 semaines, nous sommes une quinzaine d'amateurs à écouter ton émission et on adore. Merci, merci, merci. Quand j'ai lu ça, là, j'avais un sourire accroché sur les 2 pans de mes oreilles. Une question qui revient souvent parmi nos amateurs de photos porte sur l'utilisation possible du filtre ND. On aimerait expérimenter ce type de photographie avec une longue photo pour créer de beaux effets. Tu peux nous donner quelques conseils de sorte que l'on puisse te faire parvenir le fruit de notre travail. Continue de nous animer et à nous partager ta passion. Merci Bérangère, je te relis et j'ai encore le poil sur les bras qui se soulève comme ça. Je suis vraiment content, je suis heureux de recevoir ce type de message et qu'il y a plusieurs oreilles qui m'écoutent comme ça autour d'un café, bien, ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, dans ta question, Bérangère, tu utilises un bon terme. Tu me parles avec une longue photo. Probablement que tu veux dire un temps d'exposition qui est plus long. Hein? On peut dire 1 seconde. C'est un long temps d'exposition. C'est-à-dire que notre obturateur ouvre et referme après 1 seconde d'espace, hein, l'espace-temps. Et tu me demandes dans quelles circonstances on peut utiliser le filtre ND. Bon, pour le plaisir de nos auditeurs, un filtre ND, c'est un filtre, c'est sous forme d'une lentille que l'on visse comme ça à l'extrémité de notre objectif. Vous allez voir que vos objectifs ont probablement tous un petit filetage là, autour de l'objectif, vous permettant justement d'y visser un filtre de toutes sortes. Il y a toutes sortes de filtres, dont les filtres ND. Et ce filtre ND-là agit un peu comme une lunette de soleil que vous allez utiliser en condition de beaucoup de lumière, que vous allez utiliser par exemple pendant vos vacances pour filtrer un peu la quantité de lumière qui va venir frapper votre œil. En photographie, c'est la même raison pour laquelle on va utiliser un filtre ND. C'est pour réduire la quantité de lumière qui va venir frapper notre capteur. Effectivement, ça a comme résultance de rallonger le temps d'exposition. Et tu me demandes également de te proposer des sujets qui seront intéressants à photographier avec un filtre ND. Bon, j'en ai un. Tout de suite, quand je pense à un filtre ND, je pense à la photo qui vient avec le type de filtre. C'est un exemple là, frappant. La fameuse chute d'eau où est-ce qu'on va avoir un défilé dans l'image au niveau de la vitesse de l'eau qui va descendre finalement de notre chute.
pour pouvoir prendre une photo comme ça en plein jour, parce que vous savez qu'en plein jour, il y a beaucoup de lumière, puis vous savez également que la lumière, c'est la patronne en photographie. Votre appareil photo, même si vous diminuez la quantité maximale de lumière qui va entrer à travers l'objectif, donc peut-être avoir une ouverture de f16, f22, f32, il va quand même vouloir utiliser une vitesse d'obturation qui est quand même considérablement rapide, peut-être de 1,200, 1,250, 1,500. Et ça, cette vitesse d'obturation-là ne vous permettra pas d'avoir cet effet-là, hein, votre intention photographique, d'avoir un beau défilé dans votre eau. Il faut comme diminuer la quantité de lumière, l'apport en lumière qui va venir frapper votre capteur pour pouvoir faire une bonne exposition. Et c'est là que de mettre notre lunette de soleil devient très intéressante. Donc, la lunette de soleil chez un appareil photo, c'est un filtre ND, un filtre de densité neutre. Il y en a de plusieurs forces. Comme les lunettes de soleil, on en a avec de différentes forces, des très, très opaques, tout comme des faiblement opaques là, au niveau du fumé que vous avez dans votre lunette. Eh bien, sur un filtre ND, on a cette équivalence-là qui va être exprimée en stop. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un filtre ND qui va venir couper un cran ou un stop de lumière, qui va venir couper 2, 3, 4, 5, 7, 8, jusqu'à 10 crans de lumière. Et ça, vous obtenez cette information-là directement sur votre filtre ND. Ce qui va être important de retenir, c'est que justement, ce filtre ND-là va couper la quantité de lumière qui va entrer dans votre objectif, vous permettant de réduire votre temps d'exposition, votre vitesse d'obturation. Même chose, hein, le temps d'exposition, vitesse d'obturation, c'est les mêmes choses. Pour pouvoir permettre justement à l'eau de se déplacer pendant l'ouverture et la fermeture de votre obturateur. Donc, si j'avais par exemple un 250e de vitesse tantôt, lors de ma première prise de vue, alors que je n'avais pas mon filtre ND au bout de mon objectif, peut-être qu'une fois que je vais avoir placé mon filtre ND au bout de l'objectif, je vais me retrouver avec une vitesse d'obturation de, je ne sais pas moi, 1/30e de vitesse. Mais là, vous regardez votre ISO, et votre ISO vous dit que vous aviez, lorsque vous aviez utilisé votre appareil photo, vous aviez sélectionné une valeur ISO de 400. Mais là, ça donne la chance à votre capteur de pouvoir pomper la lumière. Alors, je vous invite à descendre votre ISO, possiblement à le mettre à 100 ou à 200 selon vos appareils photo. Donc, vous allez réduire votre ISO au minimum. Et là, vous allez voir votre vitesse d'obturation qui va, elle aussi, descendre. Si vous aviez, par exemple, 1/30e, peut-être que vous êtes rendu à 1/15e ou peut-être même 1/8e de seconde. Vous savez qu'une chute d'eau, dans l'espace de 1 seconde, elle va peut-être parcourir, je vais dire 2 mètres, mais peut-être que dans l'espace de 1/8e de seconde, elle va parcourir 0,2 mètres, 0,3 mètres. Et ça, c'est suffisant pour pouvoir créer l'effet que vous voulez obtenir avec votre intention photographique pour cette image-là. Donc, une chute d'eau. C'est une image qui est très propice, ou c'est un sujet d'image qui est très propice à l'utilisation d'un filtre ND. Je vous amène aussi, peut-être que vous pourriez penser aux grands espaces, hein, pour aérer les grands espaces d'un trafic humain. Imaginez que vous êtes, je réfléchis avec vous, imaginez que vous êtes dans un aérogare, parce qu'on est à Paris, il y a les aérogares, et que vous voulez prendre une photo de l'aérogare, il y a beaucoup de gens qui circulent comme ça, et que vous voulez diminuer la quantité, l'apport en gens, là, en humains dans votre photo, pour avoir, si possiblement, que les murs qui vont être là. Donc, vous pouvez créer cet effet-là avec un filtre ND, parce que vous allez avoir descendu votre vitesse d'obturation tellement lentement que les gens n'auront pas le temps de s'inscrire sur votre capteur, parce que les gens sont en déplacement. Dans un lieu comme ça, un aérogare, vous n'avez pas la quantité de lumière que vous aviez disponible, par exemple, à l'extérieur pour pouvoir prendre une chute d'eau. Donc, ça vous aide, ça. Vous êtes dans un milieu, un espace de photographie où vous avez beaucoup moins de lumière qu'à l'extérieur. Donc, c'est un avantage pour vous parce que vous allez pouvoir réduire encore davantage la vitesse d'obturation. Vous allez pouvoir l'augmenter. Vous allez pouvoir passer, par exemple, tantôt on était à 1/8e de seconde, mais peut-être que là, avec votre filtre ND qui va être au bout de votre objectif, peut-être que vous allez pouvoir augmenter à, je ne sais pas moi, à 4 secondes, 10 secondes, 15, voire 30 secondes d'obturation.
Alors imaginez, tous les gens qui ont passé pendant 30 secondes n'auront jamais eu le temps de s'inscrire sur votre capteur. Donc, ils vont être comme tellement flous sur votre photo que vous ne les verrez tout simplement pas. Par exemple, vous allez avoir toutes les structures de votre bâtiment qui vont être là autour. Et vous allez avoir un aérogare vide de monde, très belle structure que vous avez pensé, que vous avez amené dans votre réflexion pour le type de photographie que vous vouliez obtenir. On peut, sans exagérer, on peut accentuer un mouvement. Si vous prenez une photo à l'extérieur, en plein jour, beaucoup de lumière, et que vous voulez maximiser la photo d'un cycliste qui passe autour de vous, là, qui pédale beaucoup, très, très fort, très rapidement, avec une vitesse d'obturation qui va être suggérée à cause de beaucoup de lumière. Peut-être que vous travaillez à f8 ou à f5.6, vous avez une vitesse d'obturation qui est de l'ordre de 1,4 millième, 1,8 millième. Oubliez ça, le mouvement dans ses jambes ou mouvement dans ses pédales, c'est certain, parce que vous avez une vitesse d'obturation qui est tellement rapide à ce moment-là, avec un 4 millième, un 8 millième. Il faut oublier d'avoir ce mouvement-là dans le pédalier ou dans les jambes ou même dans les roues du vélo. Avec un filtre ND, au bout de votre objectif, vous allez pouvoir réduire la quantité de lumière qui aura pour incidence de diminuer votre vitesse d'obturation, peut-être pour passer à 1,250 ou 1,500e. Peut-être que si votre cycliste ou votre mouvement est assez rapide, à ce moment-là, en mettant votre lunette de soleil devant votre objectif, vous allez pouvoir diminuer considérablement la lumière qui entre et l'exposition parfaite sera à ce moment-là de faire une photo à 1/125e de seconde, voire peut-être 1/60e. Et si vous avez un mouvement rapide dans le pédalier, dans les roues, bien ce mouvement-là va être assez rapide pour pouvoir s'inscrire sur votre capteur d'une façon que vous allez pouvoir le voir, le mouvement, le flou. Donc, c'est des petits sujets qui pourraient vous faire utiliser votre filtre ND pour faire une photo. Mais vous savez qu'un filtre ND, un filtre de densité neutre, n'est pas nécessairement interpellé juste pour diminuer notre vitesse d'obturation. Je pourrais m'en servir, moi, avec une autre notion en tête, celle de créer une petite profondeur de champ. Vous savez que quand j'ai beaucoup de lumière, pour pouvoir faire une bonne exposition, je vais être obligé d'utiliser une ouverture qui va être toute petite sur mon objectif pour pouvoir faire une bonne exposition. Donc, un F16. Un F16 peut-être ne convient pas à mon sujet. En fixant un filtre de densité neutre, un filtre ND au bout de mon objectif, je vais pouvoir diminuer cette quantité de lumière-là qui entre dans mon appareil photo. Et de lors, je vais pouvoir augmenter mon ouverture, peut-être pour obtenir mon F2.8, mon F4, pour me permettre d'avoir cette toute petite profondeur de champ-là, profondeur de champ qu'on en a parlé avec Joanne lors de sa première question. Donc, le filtre ND a plusieurs utilisations et je sais que les gens de Paris vont l'utiliser à outrance et possiblement me transmettre des photos que vous aurez prises. Peut-être même une photo de votre groupe que je pourrais poster sur mon fan de photos. Écoutez, encore une autre émission où j'ai eu un grand plaisir à répondre à vos questions. Et c'est sur cette conclusion d'émission-là que prend fin votre épisode numéro 23 de Fan de photos. Et je vous dis, cette semaine, je vous dis de prendre de bonnes photos. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance, en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.